Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, bienvenue au Café Presse Politique, bienvenue pour ce premier Café Presse Politique de 2021. Très heureux de vous accueillir, toujours aussi nombreux sur ce talk politique. Nous sommes revenus aujourd'hui à un format un peu à l'ancienne, avec uniquement des journalistes. Voilà, ouais. Et c'est peut-être pas plus mal pour démarrer cette année. Nous avons donc le plaisir d'accueillir parmi nous Karim Kebir, journaliste à Liberté. Merci Hassan pour l'invitation. Salutations à tous les auditeurs et on leur dit bien sûr bonne année. Merci pour la disponibilité. Merci Mohamed Iwanouran aussi pour la disponibilité. C'est le jour de relâche et tu es là avec nous. Merci Hassan. Et donc nous allons aussi avoir au téléphone avec nous des journalistes. Nous aurons très probablement dans quelques minutes Akram Khalif pour nous accompagner, donc de MENA Défense, sur des thématiques habituellement sur lesquelles il intervient. Et puis nous l'espérons au cours de cette émission des États-Unis. Aussi un journaliste, Abdallah Ben Adouda, pour nous informer de l'évolution de la situation dans la démocratie américaine. Entre les deux, on aura le plaisir aussi d'accueillir Omar Belhouchat pour évoquer notre collègue directeur, ex-ancien directeur de Liberté, Chérif Al-Asqi, disparu, de Liberté de Khabar, disparu tragiquement cette semaine suite à un arrêt cardiaque. Nous allons évoquer cet épisode, cette grande séquence de la presse indépendante, la presse papier des années 90 et des années 2000, qu'incarnait en partie notre défunt ami. Je présente le 37e CPP sans notre journaliste présentateur attitré Khaled Rani qui passe ce soir sa 287e nuit en détention. Nous avions beaucoup espéré qu'il soit libéré au début de l'année. Ce sont d'autres personnes qui ont été élargies. C'est le premier sujet que nous abordons aujourd'hui. C'était relativement attendu, mais c'est tombé le 2 janvier. C'était la même date que 2 janvier 2020, où ce sont des partisans du Hirak et des Hirakis, des détenus d'opinion qui avaient été libérés par le nouveau président au moment du début de son mandat. Cette fois, c'est l'acquittement pour les accusés du complot, du supposé complot du 27-28 mars 2019. On va surtout parler du général Toufiq, parce que dans le cas de Zoubida, dans le cas de Louise Ahnou, elle était déjà élargie, elle est acquittée. Dans le cas des deux autres co-détenus et co-inculpés, ils restent en prison pour d'autres affaires. C'est le cas de Saïd Bouteflika et le cas de Bachir Tartag. Par contre, celui dont le statut change relativement, parce qu'on disait qu'il était en semi-liberté et en convalescence à l'extérieur, c'est le général Toufiq, et tout le monde a beaucoup dit et tartiné sur le fait que le général Toufiq était à nouveau élargi pour lui prêter un nouveau rôle. Donc ma première question, elle est là. Est-ce que vous considérez que c'est juste une correction par rapport à un forcing qu'avait fait Ahmed Gaïd Salah avec lui et avec le général Nazar, ou est-ce que réellement nous sommes au début d'une nouvelle séquence où les anciens généraux, anciens gardiens du temple, anciens hommes puissants de l'ANP vont jouer un rôle dans le blocage que nous connaissons dans le pays aujourd'hui? C'est moi ou c'est moi? En fait, l'élargissement de Toufiq, à mon avis, c'était prévisible, en tout cas pour beaucoup, déjà depuis pratiquement une année. Tout le monde a vu que l'accusation du complot était difficilement vendable, pour la simple raison parce que c'était quelqu'un qui était tout de même à la tête des services pendant 25 ans. C'est pas possible de croire à quelqu'un qui complote contre son pays ou contre son armée alors qu'il était à l'intérieur. Et on disait qu'il dirigeait une structure de plus de 250 000 agents. Donc c'est pas tout à fait évident de convaincre les gens que réellement c'était
quelqu'un qui complotait contre l'armée ou contre son pays. Donc c'était uniquement une guerre à l'intérieur, une guerre clanique à l'intérieur du système, entre l'aile incarnée ou qui a été représenté par le défunt chef d'état-major Guaid Salah, et puis ce qui lui était soi-disant hostile, parce qu'en fait tout a été lié aux circonstances du départ de Bouteflika. Donc chacun donnait sa version. Est-ce que Guaid Salah aussi faisait partie parmi les gens qui devaient être sacrifiés, et donc comme d'habitude il a trouvé le moyen de considérer que l'ennemi, celui qui tirait les ficelles, en tout cas du complot, c'était Toufik. D'abord parce que il devait, à ses yeux, se venger, parce qu'en 2013, donc c'est aussi Guaid Salah avec Saïd Bouteflika, donc qui ont tout fait pour écarter Toufik, et puis la Rousse, donc il y avait un retour de manivelle, et forcément il pensait que c'était Toufik qui complotait, donc il fallait le mettre. Maintenant, pour son élargissement, de mon point de vue, ça rentre dans les rééquilibrages internes aussi du système, parce que dans le compte rendu, en tout cas ce que j'ai lu dans les comptes rendus des rares journalistes qui ont pu accéder au procès, il a quand même laissé entendre qu'il connaît beaucoup de choses qu'il ne voulait pas dire, qu'il ne peut pas dire, même si c'est étonnant quand même que la justice ne l'ait pas relancé sur ce sujet. Il a dit que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je suppose que dans la situation que vit le pays aujourd'hui sur pas mal de choses, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le blocage politique, parce que quoi qu'on en dise, le régime n'a pas encore tout à fait trouvé la parade pour se réconcilier avec le Hirak. Ça c'est aussi un des aspects qu'ils doivent régler. Peut-être que l'ingénierie, entre guillemets, de Toufik peut être utile pour eux. Après, comme on dit, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans les rapports de force à l'intérieur du système entre les différents clans. On va pouvoir revenir sur l'ingénierie politique de Toufik. On n'a pas trouvé d'équivalent visiblement au sein du système pour essayer de monter des opérations et surtout de les monnayer au sein de la classe politique et de l'opinion. Mais auparavant, on se pose quand même, on peut légitimement se poser la question, cette légende qui ne veut pas se dégonfler du général Toufik, moi, elle me pose vraiment problème, parce que, même dans le qui-tu-qui dans les années 90, moi je pense que le qui-tu-qui, quelque part, arrangeait le DRS, parce que ça laissait entendre que le DRS pouvait tout faire, même quand il était victime parce qu'il n'avait pas les bonnes informations et qu'il y avait des vrais massacres. Si on laisse dire que c'est lui qui est derrière les massacres, il est encore plus puissant. C'est-à-dire que c'est un peu Tigane qui a cassé tout ça. Tigane a montré qu'en fait, il pouvait être une passoire, le renseignement militaire algérien. Mais ce n'est pas seulement sa responsabilité. Est-ce que le général Toufik est toujours aussi puissant? Est-ce que d'abord il a été aussi puissant que ça? Mohamed, tu es un journaliste au long cours, tu as connu la presse sous la main de la branche presse de Ben Aknoun, etc., avec les convocations et tout. Est-ce que c'était vraiment le grand Rabetzer, comme l'aurait dit une personnalité nationale, qui nous a porté tort avec ce jugement? En fait, on a vécu avec ce mythe pendant 2 décennies presque. On ne sait pas réellement quelle était la part de vérité dans tout ce qu'on attribue à Toufik dans cette histoire. Mais ce que nous avons vécu, nous, dans les rédactions en tant que journalistes, c'est que réellement le service de renseignement avait son poids dans les rédactions. Il y avait pratiquement dans chaque rédaction, il y avait 1 ou 2 ou des représentants du service de renseignement, des journalistes à double casquette, comme on dit. Les journalistes qui a à la fois un représentant des services de renseignement dans les rédactions. Mais ça n'empêchait pas les autres journalistes de faire leur travail. Quand est-ce que c'est devenu impossible de faire son travail dans les rédactions? C'est pas pendant l'ère de Toufik, ce n'est pas pour le dédouaner, mais c'est après Toufik. C'est à l'ère Bouteflika, c'est à l'ère des hommes d'affaires. C'est là où c'est devenu pratiquement impossible de faire son travail. Pourquoi? Parce que la corruption a gangréné la corporation des journalistes, et partout,
Même les journalistes sont devenus à un certain moment, une grande partie des journalistes ne faisait pas un article gratuitement. Il ne pourra pas te faire un article gratuitement uniquement pour informer l'opinion publique. On se rappelle tous de l'épisode des réceptions de Nejma, de Jay-Z, etc. Les concessionnaires véhicules. Donc, c'est là où la presse algérienne a vraiment dévié. Pour la période des années 90, c'était la lutte antiterroriste qui justifiait cette relation, donc cette relation étroite entre les services de renseignement et la presse. Mais je le redis encore. Pas toute la presse. Je le redis encore. Voilà, c'est ça. Je le redis encore. Les journalistes n'étaient pas empêchés de faire leur travail. Il y avait dans toutes les rédactions, il y avait des représentants des services de renseignement. Mais les autres journalistes faisaient leur travail le plus normalement du monde. Oui. Akram Khalif, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous l'entendez dans les casques, oui. Akram Khalif? Akram Khalif, merci d'être avec nous. Mohamed Iouane vient de citer l'irruption de l'argent dans les années Bouteflika. Et Mohamed Medine s'est vendu avec cette déclaration qui vient de paraître, je ne sais pas d'ailleurs si elle est authentique, on se pose toujours des questions, d'être le champion de la lutte anticorruption et s'est vendu d'avoir été abattu et pourchassé, justement parce qu'il avait lancé des enquêtes, des grandes enquêtes, il a cité Sonatrach et l'autoroute Est-Ouest. Quelle est la part de vérité dans cette tentative de se vendre comme un monsieur propre au sein d'un système qui était en train d'aller à la dérive? Il avait toutes les opportunités de faire ses preuves dans ce sens-là. Non, je pense que c'est n'importe quoi. Il a fait partie de toute la structure qui a géré cette catastrophe, qui a mené à cette catastrophe. Ces 25 années à la tête du département ont fait qu'on soit arrivé à dilapider des milliards de dollars, on a fait à ce qu'il y ait eu des morts, à ce qu'il y ait eu une désorganisation totale du pays, une mort de l'écosystème politique en Algérie. Non. C'est pas recevable. Bien sûr que c'est pas recevable. Oui. Alors, est-ce que on peut considérer que l'épisode Nazar suivi par celui du général Tawfiq avec l'acquittement du 2 janvier engage une réconciliation très très large au sein de l'ANP autour d'un consensus? Je pose la question parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a encore d'autres généraux qui ont été embastillés dans le siège de l'affaire de la cocaïne d'Oran. Je pense notamment au général Saïd Bey qui était à la tête de la 2e région militaire, mais aussi celui qui était à la tête de la 4e région, le général Chentouf qui était puissant général de la 1re région militaire qui est en fuite. Ou l'inverse, d'ailleurs, je perds entre celui de la 4e et de la 1re, je ne sais plus qui est celui qui est en fuite et celui qui est à Blida. On peut citer 2 commandants en chef de la gendarmerie nationale qui, eux, par contre, sont à l'étranger, en fuite. Est-ce que on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres mesures d'apaisement, entre guillemets, au sein du système dans les prochaines semaines et les prochains mois? Akram. La question se pose à moi. Oui. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression du tout que. C'est pas les mêmes dossiers, c'est ça? Non. J'ai l'impression qu'on est dans la vieille maraude de l'expression du pouvoir brutal, qui dit nous faisons ce que nous voulons, nous ne tolérons pas d'opposition et de voix dissonantes. Et après tout, on sort qui on veut, on met qui on veut en prison. J'ai pas du tout l'impression que nous soyons dans une dynamique d'apaisement. Alors non, je vais en parler tout à l'heure, mais je parlais pas d'apaisement qui touche le Hirak. Je parlais d'élargir, on va dire, le consensus au sein de l'armée en libérant d'autres généraux, parce qu'il y en a d'autres qui sont en prison. C'est l'occasion de le rappeler aujourd'hui. Je pense pas. Même dans ça, je ne pense pas qu'ils veuillent faire ça. En fait, il y a 2 catégories de généraux qui sont en prison aujourd'hui. Il y a une catégorie qui est victime d'une opposition ou de velléité de prise de pouvoir soupçonnée par Gaïd Salah. Et il y a une seconde catégorie qui a été mise en prison sur la base de dossiers de corruption, etc. Donc, celle-ci ne va probablement pas sortir.
Parce que les faits sont tellement gros, sont tellement bien étayés, prouvés contre eux que c'est fini. Et la seconde partie, ça sera au cas par cas. On le voit, Tartak est une victime de Ahmed Gaïd Salah, mais ce n'est pas non plus, il n'est pas non plus en odeur de sainteté, donc il risque de continuer à rester en prison assez longtemps. D'autres, ce sera vraiment du cas par cas. Hein. Ils sont en train de redéfinir les contours d'une nouvelle équipe, mais sans plus. De toutes les façons, vraiment à mon humble opinion, j'ai l'impression que les gens qui ont été... en fait, que cet épisode-là va servir plutôt à évacuer cette génération. Donc, tout fait, Zarwa et compagnie, qui ne vont plus faire partie du jeu politique, qui vont être rapidement exclus. Ah, ça c'est exactement l'inverse de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, Akram. L'opinion dominante, c'est qu'ils sont entre guillemets de retour pour jouer un rôle. On peut rappeler qu'ils ne jouaient pas de rôle réellement avant le Hirak. Hein. Je pense pas parce que ce sont des... On peut les mettre à la retraite ensemble, là, aujourd'hui, au Café Presse Politique. Les Nazar et les Tawfiq. Ils sont déjà à la retraite. Exactement. Ils leur ont offert une sortie honorable contre mise au vert et contre fin de service. D'accord. Même si, alors je sais pas, j'ai pas d'opinion établie sur la question, même si on sent bien que dans la crise actuelle, autour de Tebboune, autour de Saïd Chengriha, il n'y a pas d'ingénierie politique, il n'y a pas de capacité à produire des solutions. Et Dieu sait si nous avons besoin de produire des solutions. En particulier autour de Tebboune. Chengriha, la dernière sortie qu'il a faite à Tipaza démontre bien sa volonté de ne pas vouloir jouer de rôle politique. Hein. Juste en termes d'image, on a eu à quelques secondes d'intervalle la journaliste de l'NTV qui pérorait, qui répétait la position de commandant suprême des armées et ministre de la Défense de Tebboune lors du Conseil des ministres. Et quelques secondes après, on nous montrait le chef d'état-major qui, lui, qui se présentait en tant que soldat et qui allait visiter les troupes. Donc, en termes d'imagerie politique, je pense que c'est suffisamment parlant. Et je pense que c'est aussi de la volonté de Chengriha d'apparaître sous cette... Enfin, je vois venir d'ici les critiques. Il y a des trolls qui accusent toujours Radio M de blanchir le bilan du DRS. Bon, on peut les renvoyer aux émissions de Radio M de 2014, 2015, 2016 et bien avant le Hirak sur notre appréciation du temps où Tawfiq était puissant, hein, voilà. Mais c'est pas l'objet de la question. Si on continue sur ce que tu disais, on va terminer avec cette question, Akram. Bon, moi je suis pas très acheteur de ce scénario de Saïd Chengriha qui fait plus de politique. Il nous a invités à aller voter pour la Constitution. Il faut pas l'oublier. Mais en supposant que ce soit le cas, il y en a pas autour de Tebboune. Tu viens de le confirmer. Qui pourrait essayer d'inventer un scénario. Il faut pas oublier que Saïd Bouteflika, quand il était pris à la gorge avec son frère début mars 2019, il a quand même fait appel à l'ingénierie de tout faire. Est-ce que la même chose ne peut pas se dérouler quand même? Je ne pense pas. Je pense que Tebboune est en train de suivre une feuille de route. Qu'il a lui-même tracée avec son entourage, qu'il pense bonne, et qu'il n'est pas du tout, bien sûr, qui passe par un agenda, qui passe par des élections législatives, etc. Et là, une recomposition à partir de la base du pouvoir. On a vu le principal et premier souci de Abdelmajid Tebboune depuis qu'il est au pouvoir, c'est de nommer des gens, de dégommer des gens et d'étendre une toile. Donc, je pense que dans sa stratégie, puisqu'il a commencé comme ça et qu'il continue à faire ça, il va faire descendre cette toile au niveau de l'administration locale, des représentants du peuple, des représentants locaux du peuple, etc. C'est son objectif. Son objectif est d'avoir ces 2 millions d'Algériens qui travaillent pour lui.
les mêmes qui travaillaient pour Bouteflika. Point barre. Oui. Merci beaucoup, merci Akram, merci de nous avoir éclairé de ton point de vue sur ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé la semaine dernière avec cet acquittement et sa lecture politique. À très bientôt. Est-ce qu'il y a encore, parce que jusqu'à maintenant on a une grille d'analyse. Le point de vue de la présidence, le point de vue de l'ANP, là de ce que est en train de développer Akram Khrif, l'ANP veut prendre du recul. Bon, elle n'est pas agnostique en politique, beaucoup s'en faux. Abdelmadjid Tebboune, est-ce que c'est vraiment lui qui insiste pour appliquer sa feuille de route? Ou est-ce qu'il est derrière lui, l'ALME le soutient pour continuer? Donc, il a validé la Constitution. Si on revient à la fameuse proposition ou plateforme que la présidence a proposée à feu Lakhdar Bourga'a, Allah yarhamou, on voit bien que Tebboune voulait interrompre cette feuille de route dès le mois de juin déjà. Il n'y croyait pas beaucoup. Il voulait déjà reporter le référendum pour la Constitution, donc il voulait rompre cette feuille de route. À partir de là, on comprendra que Tebboune n'a pas de feuille de route claire pour lui. Lui, il est venu avec un programme électoral déjà assez vague. Il n'avait pas un programme électoral clair. Tout ce qu'il avait, c'est le slogan de moraliser la vie politique, séparer l'argent et la politique, etc. Mais il n'avait pas proposé de solution concrète au problème, ni politique, ni économique, etc. Je continue à dire, je l'ai toujours dit ici à Maghreb, à Radio 1, que le pouvoir navigue à vue. Il n'a pas de feuille de route ni de stratégie claire pour résoudre la crise multidimensionnelle que nous vivons depuis le départ de Bouteflika ou même avant le départ de Bouteflika. À mon avis, c'est difficile de dire aujourd'hui que Tebboune va revoir ou pas donc cet agenda électoral, élections législatives locales, etc. Mais si on continue sur cette feuille de route, en tout cas, on se retrouvera dans deux années ou même une année dans l'impasse totale qui l'obligera quand même par la suite à passer par l'élection présidentielle anticipée, à mon avis. Alors, on va ouvrir une petite séquence complotiste. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a qui étaient en train de dire on va en parler tout à l'heure, ceux qui ont envahi le Capitole, ce sont de faux soutiens de Trump, que c'est pour lui porter préjudice. Et il y a aussi en Algérie le point de vue qui dit que d'avoir libéré, remis en selle Tawfiq et Nazar, c'est à la limite ça disqualifie, ça ampute, ça impacte la popularité déjà tellement faible d'Abdelmadjid Tebboune. Et donc ça serait fait contre lui. C'est vrai que pendant 48 heures, il y a beaucoup d'Algériens qui ont retenu que acquittement et qui pensaient que Saïd Bouteflika pouvait faire ses courses sur des douches morates, qu'il était libre. Il y en a qui l'ont pensé. Moi, j'ai croisé plein de gens qui n'avaient pas compris qu'il était resté en détention sur d'autres affaires. Et donc, ma question, c'est cette communication qui n'est pas maîtrisée, ça a provoqué un choc quand même, cet acquittement. Est-ce que c'est pas achever l'isolement de Tebboune qui n'avait pas besoin de ça? Encore une fois, je ne pense pas que le régime, enfin le système à l'intérieur, ils s'encombrent de ce genre de considérations. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'ils doivent sauver le système. Ils l'ont fait en tout cas dès le début. Et maintenant, mais ce qui, encore une fois, le génie populaire algérien le dit souvent, hein, c'est-à-dire ceux qui comptent tout seuls, forcément, ils se retrouvent toujours dans l'erreur. Et en même temps, tout le monde sait que ceux qui ont créé les problèmes, c'est pas à eux de trouver les solutions. Mais pour le système algérien, donc ils sont dans cette logique de récupérer justement, de sauver ce système. Mais pour leur malheur, c'est que la situation c'est compliqué davantage, que ce soit. On a comme l'impression qu'on ne mesure pas encore l'ampleur de la crise.
aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan géostratégique. L'Algérie est dans une situation terrible. Et je ne pense pas qu'une seule personne puisse à elle seule, surtout comme Tebboune, quelqu'un dont tout le monde sait les circonstances dans lesquelles il a été élu. Donc, il n'a pas réellement tout le pouvoir. Ça, c'est vraiment croire au Père Noël. C'est pas possible. Donc, ils ont besoin, en tout cas pour le système, dans leur logique, ils ont besoin de tous les gens qui ont eu à affronter des situations difficiles. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils ont besoin de son ingénierie parce que c'est quelqu'un qui a vécu toutes les périodes, c'est quelqu'un qui connaît un peu, il connaît la société, il connaît son évolution et sa mise à l'écart. Lui-même, il le dit d'ailleurs dans le procès, il le dit. Qu'est-ce qu'il faisait en réunion avec Saïd Bouteflika s'il ne jouait pas encore un rôle, s'il n'avait pas les moyens, les capacités de jouer un rôle? C'est de convaincre des acteurs de rentrer dans une solution. Qu'il l'a mis en prison. Mais c'est parce que le bonhomme dont on disait qu'il était en retraite, mais qu'en fait on l'a sollicité. Saïd Bouteflika, dont on disait aussi qu'il était en froid avec Tawfiq, mais il l'a sollicité pour une solution. C'est que le bonhomme, et pour les gens qui connaissent les Syriens, moi je ne les connais pas, je ne les ai jamais... c'est qu'ils ne sont jamais en retraite, à vrai dire. Encore plus pour quelqu'un qui a été à la tête des services pendant 25 ans et auquel on prête aussi une ingénierie dans la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis le sollicitaient. Rappelez-vous l'épisode de 2001, on disait qu'il était à Washington. Donc, à Washington pendant le 9/11. Donc, je ne pense pas que leur libération vise à les mettre à la retraite et une sortie honorable, comme le dit Akram. Exactement, c'est un peu... de mon point de vue, possible aussi qu'Akram a raison. Alors, en tous les cas... Moi, je demande à voir. Dans l'ingénierie, on aurait pu imaginer, Mohamed, que en même temps que cette mesure qui a choqué l'opinion, enfin, moi, je me suis dit, c'est la même erreur que celle du retour de Chakib Khalil. On n'a pas mesuré l'impact dans l'opinion. C'était vécu comme une humiliation dans la société algérienne. Moi, je me rappelle du café presse politique du lendemain, c'était le lendemain de son retour. Il y avait un sentiment de deuil sur le plateau. Ouais. Et dans beaucoup de foyers en Algérie aussi, ça a été vécu comme ça. Je ne parle pas que des victimes des exactions du DRS et du régime autoritaire qu'a incarné pendant de très longues années le général Tawfiq. Mais pour revenir à l'ingénierie, on aurait pu imaginer qu'en même temps qu'avec cet acquittement, on fasse des mesures populaires à la destination du Hirak. C'est pas arrivé. Mohamed Tadjadid, Khimoud et Ben Rahmani, les trois détenus, donc le poète de la Kasbah, ces deux co-détenus ont dû conduire encore une grève de la faim pendant plusieurs jours. Ils ont été hospitalisés il y a 2 jours. Et aujourd'hui, finalement, la lutte paye, même si on aurait voulu ne pas avoir ce type de lutte extrême qu'est la grève de la faim. Leur procès a été enrôlé pour le 14 janvier prochain et il y a une déqualification. Ce n'est plus une affaire qui passe en criminel. Par contre, Walid Kchida a été condamné à 3 ans de prison. Donc ma question, c'est personne ne réfléchit à atténuer les chocs de ce type-là au sein du système. Et encore moins à la présidence, visiblement. Pour l'instant, ce ne sont que... Parce qu'on entend toujours des échos par-ci par-là qui disent qu'il y aura une mesure globale pour tous les détenus, peut-être une libération pure et simple, une décision politique de libérer tous les détenus. Sans passer par toute la procédure judiciaire. J'avais envie de te demander ta source. Mais voilà, ça reste des dires. C'est pas Abdouhab Boukroh qui travaille à la présidence, qui est un ancien entretien Koulak. Si c'est lui, c'est bon. J'ai coupé mes relations avec tous mes confrères qui sont à la présidence. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, ce sont que des dires. Moi, j'entends ça comme ça à travers des discussions comme ça amicales. Il y a quelqu'un d'autre qui nous annonçait des libérations. Non, je n'ai aucune source. Je ne peux pas évoquer son nom ici parce que sinon il va m'attaquer sur une autre antenne. Non, ce n'est pas une information que je détiens d'une source quelconque. Mais le scénario Arleboudan, c'est que si jamais il y a un élargissement, c'est une mesure politique. Mais en tout cas, le pouvoir algérien, ça par expérience, il sera obligé un jour ou l'autre de prendre des mesures d'apaisement. Il l'a déjà fait dans des crises plus compliquées que
que celle que nous vivons aujourd'hui. Il l'a fait avec les terroristes. Je ne vois pas pourquoi il ne va pas le faire avec des détenus qui sont en prison à cause d'écrits sur Facebook. Donc, il a élargi des gens qui ont des mains quand même tachées de sang et qui vivent aujourd'hui au milieu des Algériens et personne ne les inquiète. Je ne vois pas pourquoi il ne libérera pas des gens qui ont écrit leur opinion sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc un jour ou l'autre, il le fera. Mais le pouvoir, il a cette tendance à gagner du temps toujours, à se renforcer d'abord, etc., et appliquer les mesures qu'il choisit lui-même, c'est-à-dire le moment qu'il choisit lui-même d'abord, et voilà, pour tirer des dividendes, voilà. Mais cette fois-ci, je pense que la crise actuelle dépasse largement le pouvoir, et le caractère pacifique du mouvement du 22 février a complètement chamboulé les calculs du régime. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est le paramètre qui en fait chamboule tout, voilà. Absolument tout. Ammar Belouchet, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Nous avons vécu un grand choc dans la nuit du dimanche à lundi dernier. Nous avons perdu notre collègue et ami Rizqi Cherif. Alors, j'ai envie de commencer par cette question. Ammar Belouchet, ancien directeur de l'Ouatan, très très connu en Algérie. Peut-être que Rizqi Cherif n'est pas aussi connu. J'aimerais, Ammar, que tu nous dises qui était Rizqi Cherif. Un journaliste talentueux. Tous les collègues sont unanimes pour le dire. Très 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 engagé, mais aussi et surtout un responsable de publication de Khabar dans les années 90, dans les années dures, hein, extrêmement engagé et extrêmement soucieux de mener un journalisme de qualité, un journalisme de vérité, et un journalisme qui ne soit pas adossé au pouvoir. Vous vous souvenez bien que Chef Rizqi a été directeur dans des moments extrêmement pénibles pour notre pays dans les années 90 et très pénibles également pour la profession. À l'époque, les journalistes faisaient face en même temps à la violence des groupes terroristes armés, mais aussi, et ça on a tendance à l'oublier, à l'occulter, faisait face aux innombrables atteintes à la liberté de la presse et d'expression. On était pratiquement, l'expression en vogue à l'époque, on était pratiquement entre le marteau et l'enclume. Et Chef Rizqi à la tête de Khabar a été un homme très capable, un résistant. Autant il faisait face à la furie des groupes islamistes avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination. Ça a été un grand résistant. Autant il était déterminé face à la censure des autorités, face aux pressions des autorités, et il faisait face avec beaucoup d'esprit de responsabilité et beaucoup de détermination. À l'époque, on avait donc les assassinats de journalistes qu'il fallait gérer au jour le jour, mais il y avait, ça on a tendance, et j'aimerais beaucoup insister sur cet aspect, il y avait une pression des autorités en même temps, quotidiennement, au moment où on enterrait des collègues un peu partout dans le pays, au moment où on organisait dans la rédaction les conditions pour que les journalistes ne soient plus atteints, ne soient plus touchés. Au moment donc où on enterrait des journalistes, à la même époque, les journaux étaient censurés par les autorités. Et les journaux faisaient face à des pressions économiques extraordinaires. Et chez les Rizqi, j'ai toujours cette image de lui, déterminé. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut continuer à travailler. Ils ne nous font pas peur.
Et je vous assure que ça a été... Amar Blochet, Chérif Rizqi est passé à Radio M dans un autre format. Il était passé plusieurs fois dans le Café Presse Politique pour nous éclairer de son expertise politique sur la situation. Mais il était aussi passé dans un format économique, l'invité du direct, où il avait fait un peu il était DG, puisqu'il est revenu à nouveau à la tête de l'Khabar, du groupe. Et il faisait le point sur la transformation du groupe, avec le volet audiovisuel, le volet numérique, etc. Et surtout, c'était le moment où il était attaqué par le gouvernement Sedlal à travers Hamid Green, et il le citait, et il disait il nous mettra pas à genoux, il fera tout ce qu'il voudra, on résistera. Il le disait à l'antenne, il en avait pas peur. Hein. Tout à fait. Ouais. Il était forgé dans de l'acier. Il avait un caractère, mais vraiment un diable de caractère. Il était vraiment... C'est un homme que j'admire beaucoup. Oui, les gens de Sidi Namen sont connus pour ce caractère de résistant. Sidi Namen, attentat nationaliste en 1945, avec feu Mohamed Saïd Mazouzi, Amar Haddad Yeux Bleus, qui sont c'est une région de résistance. La Basse-Kabylie, c'est très connu. Hein. On connaît un peu la région là-bas. Le Chérif a échappé à un attentat là-bas. Oui. Tout à fait, on le dépasse. Il a échappé à un attentat, c'est parce qu'après c'était devenu un fief, effectivement. Très modeste, qui n'aimait pas du tout parler de sa personne, il privilégiait le travail en rédaction. C'est un bosseur, il faut voir, c'est un bosseur. Les journalistes qui ont travaillé avec lui peuvent témoigner. Moi, dans le cadre de l'association des étudiants de journaux, dans le cadre du partenariat entre le Khabar et le Watan, dans le cadre des relations qu'on avait amical, fraternel, professionnel entre nous, c'est un type qui pouvait abattre des heures et des heures de travail sans réchigner, sans vraiment se plaindre, sans absolument. Et était très marqué par une... tu as bien fait de le relever, l'épisode de Nordin Grim. Je suis très en colère parce que je vois le type là revenir comme si de rien n'était, alors qu'il a participé à l'écrasement de la presse dans notre pays, la presse privée ou presse indépendante, la presse nationale. Ah bon, Hamid Green est revenu, j'ai raté quelque chose là. Tu vois qu'il lance des livres, que la presse en parle. D'accord. Des notes de lecture. Non, mais il peut se le permettre maintenant. On a trouvé pire, hein, dans la fonction, donc il n'y a pas de problème. Absolument. Et c'est un homme qui a parti. Et Chérif Rizqi était en colère. Il en a fait pratiquement avec Hamid Green une affaire personnelle. Ouais. Il a eu des écrits extrêmement durs relatant un peu les méfaits de ce ministre à l'égard du travail des journalistes. Et il a été même très loin en faisant une affaire personnelle et subjective. Il était très emporté. Alors, je vais faire un petit lien avec la première partie de nos discussions sur une dernière question, Marc, à laquelle tu pourras répondre à ta guise. Est-ce que quand même, quelque part, avec ton départ de la tête de l'Watan et cette fin malheureusement tragique et dramatique de Chérif Rizqi qui a quitté ses fonctions il y a quelque temps à la tête de l'Khabar, est-ce que c'est pas symboliquement une époque glorieuse de la presse papier indépendante qui est en train de se terminer. Et dans cette phase glorieuse, il y a question subsidiaire, le lien, il y a beaucoup de gens qui reprochent le lien avec le DRS, avec Tawfiq, parce qu'on a beaucoup parlé de l'élargissement de Tawfiq en début d'émission. Il y a toujours une ambiguïté, j'aimerais que tu la clarifies encore une fois aujourd'hui. Écoute, on a subi à l'époque du DRS, donc de la police politique, le pire des vexations et le pire de pression. On se souvient très bien qu'il y a eu une loi interdisant les journaux de publier l'information sécuritaire. Moi je me rappelle c'était en 94, je me souviens, si mes souvenirs sont bons, en juin 94, 4 directeurs de journaux sont descendus voir le ministre de l'Intérieur, on a demandé audience. Et le plus virulent, ça a été Chérif Rizqi, pour rester dans la mémoire, dans le travail de mémoire par rapport à notre ami. On a dit, et on sait que cette loi a été concoctée par les services de sécurité parce que
les services de sécurité ne voulaient pas que les journaux, le Matin, Liberté, Al-Watan, Al-Khabar et d'autres journaux également, parlent des faits qui agitaient fortement le pays, c'est-à-dire les assassinats, les attentats, etc., les morts par centaines, quotidiennement, etc., etc. Et nous avons refusé d'appliquer cette loi. Nous avons refusé d'appliquer cette loi. La preuve, c'est que face à ce refus, les autorités ont censuré, ont pratiquement fermé une trentaine de publications. Oui. Des comités de censure ont été mis en place en 96 dans les imprimeries d'État, par la police politique pour contrôler. Des journaux ont été censurés. Al-Khabar, Al-Watan, Liberté, d'autres journaux ont été censurés. C'est le travail du DRS, qui a produit, c'est le DRS qui a produit un peu toutes ces contraintes. À partir de septembre 93, le monopole de l'État sur la publicité a été rétabli. Il faut que vous sachiez, il faut que les auditeurs sachent que c'est le seul monopole. Mouloud Hamrouj, dans les années 90, dans sa tentative de réformer l'économie nationale, a aboli l'ensemble des monopoles de l'État sur l'économie. Le seul monopole qui a été rétabli en septembre 93 par Belhed Abslam sur instigation des services de sécurité, c'est le monopole de la publicité le monopole de l'État sur la publicité publique et institutionnelle. Et ce sont les sécurités de Médiane qui gèrent le pactole de la publicité publique, qui donne le quitus. Oui, ça a fonctionné beaucoup comme ça, effectivement. Et à ce jour, c'est le maître du moment qui distribue cette, entre guillemets, petite rente qui s'est avérée être grande quand les chiffres sont sortis. Le journal a été, Al-Watan, jusqu'en 98, a été suspendu à 7 ou 8 reprises au moment où Tawfiq était au pouvoir. C'est-à-dire, il y a mal donne, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. On ne peut pas être proche, soi-disant, de Tawfiq et subir les foudres de la police politique. Il y a quelque chose, il y a de la parano en l'air, il y a quelque chose qui ne va pas. On a appris à vivre avec cela, Mme Blouchette. On a appris, en tous les cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir rendu hommage à notre ami Chérif Rizqi, disparu trop précocement à l'âge de 58 ans cette semaine. Je pense qu'il y aura d'autres occasions de l'évoquer tout au long à mon avis toujours par la force de l'empreinte qu'il aura laissée. Merci Omar, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Wow. À très bientôt. Mohamed Nouran, tu as travaillé avec Chérif Rizqi. On va prendre un dernier appel pour parler de la situation aux États-Unis, donc après celui-là. Mais auparavant, je voulais avoir ton point de vue, le vécu. Tu as connu toute cette période qu'a décrite Ammar. Je voyais que ça te rappelait beaucoup de souvenirs. Bien sûr. Non, Chérif, c'est pour les gens qui ne le connaissent pas, Chérif Rizqi, c'est le directeur de publication qui a donné à l'Algérie. C'est le directeur de publication qui a donné à l'Algérie un journal arabophone moderne. Un journal arabophone qui défendait des valeurs universelles. Que le Khabar, malheureusement, aujourd'hui ne défend pas comme avant. Nous assistons aujourd'hui à un paysage médiatique pratiquement arabisé et clochardisé. Chérif Rizqi, c'est tout à fait le contraire. Il a modernisé, c'est important, il a modernisé la presse arabophone. C'est à partir d'El Khabar que la presse arabophone a appris à faire de l'information. Et pas du charlatanisme, pas de discours, comment on appelle ça en arabe, le maw'idha. Le discours de prêche, oui. C'est avec Chérif Rizqi que ça a commencé, cette recherche de l'information, aller vers l'information chez les journalistes arabophones. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un net recul sur ce plan chez nos confrères, mes confrères arabophones.
la disparition de Cherif m'a vraiment Je comptais l'inviter à un café presse politique il y a à peine 15 jours pour faire le point sur l'évolution. Il était toujours présent à toutes les manifestations du Hirak pendant les 2 années de marche. Il n'a jamais manqué une manifestation pratiquement. Omar Blouchet a assez parlé de son courage, de son franc-parler. C'est un homme extraordinaire. Oui. Effectivement, on a tenu à lui rendre hommage parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui était relativement humble et ne s'exposait pas beaucoup, mais qui a manifestement laissé une trace très forte parce qu'il a effectivement contribué à moderniser un média arabophone. Et en faisant émerger toute une génération de talentueux journalistes qui profitent aujourd'hui à toute la presse nationale, mais aussi parce qu'il est resté droit dans ses bottes dans les moments les plus difficiles. Et on voit bien que le management, quand il change de main, ça ne donne pas toujours les mêmes résultats. Ce n'est pas pour jeter la pierre à nos collègues qui dirigent aujourd'hui le Khabar, mais on sent bien qu'il y a une inflexion et que la façon de résister de Cherif Rizqi ne s'est peut-être pas perpétué de la même manière. C'est lié aussi aux convictions du personnage, comme l'a bien précisé moi. Cherif Rizqi, c'est lui qui a imprimé, si tu veux, ce côté moderniste, ce côté universaliste du journal Khabar. Moi, je me rappelle quand même, c'était un journal qui était très très lu. Il a passé la barre des 500 000 absolument, milieu des années 2000. Absolument, c'est un journal franchement moderniste et progressiste. Malheureusement, on a fait le journal à 3h du matin au stade de Blida. Quand l'équipe nationale jouait là-bas, on a déplacé complètement la PAO vers Blida pour monter le journal sur place et donner au lecteur le lendemain le résultat du match qui se terminait à 11h du soir. Voilà. Aujourd'hui, il y a une espèce de nivellement par le bas. C'était pas Cherif, c'était Ali Djelil. Aujourd'hui, il y a une espèce de nivellement par le bas, c'est-à-dire les forces conservatrices donc, qui ont infesté malheureusement certaines rédactions, particulièrement les journaux arabophones. Il y a eu la pression millénariste. Ils ont tiré vers le bas et là c'est devenu conservateur. Pour concurrencer Shourouk Nahar, le Khabar a fait des concessions sur absolument, sur ce côté-là. Donc ils ont versé un peu dans les trucs de conservatisme, dans les sujets. C'était complexé par Nahar et Shourouk, c'est ça. Voilà. Alors, on va... Lotfi Ben Blidia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de vous être libéré à Washington. Il est quelle heure aujourd'hui à cette heure-ci à Washington? Il est 14h? Non, midi 10 en fait. Alors, midi 10. Ah, il y a autant d'écart entre nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous on est encore interloqués par la nuit américaine, pas seulement l'Algérie. La planète entière est interloquée par ce qui s'est passé. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a une inquiétude au sein de la société américaine? Donc, vous vivez aux États-Unis. Vous allez être un peu notre témoin, nos yeux et nos oreilles pour cette conjoncture historique. Est-ce que l'inquiétude est montée? Est-ce qu'il y a une crainte sur l'évolution de la démocratie américaine, sur la solidité des institutions après cet épisode dramatique de la nuit d'hier? Non, je crois que tout le monde a été choqué en fait, par les images qu'on a vues hier, et surtout en direct, et surtout le fait que la police n'a pas vraiment été préparée, avait sous-estimé le nombre de gens qui allaient venir vers le Capitole. Et ils ont été totalement submergés. Et puis, les gens étaient complètement choqués de voir que c'est ce qu'ils appellent ici, en fait, certains politiciens les appelaient des terroristes domestiques, pour rentrer dans l'hémicycle et casser et prendre des photos dans les bureaux de sénateurs et de représentants. D'ailleurs, vu de loin, l'autre Ben Blidia, on ne comprend pas pourquoi ça a dégénéré, pourquoi il y a eu des morts. Ils n'avaient pas l'air particulièrement agressifs, les manifestants qui sont rentrés au Capitole. Je pense que la police a été submergée. Donc, il y a eu une seule mort, une pro-Trump, une femme qui participait justement à la casse. Et je pense qu'il y a eu certainement un coup qui est parti parce que
les policiers du Capitole étaient submergés. Ils avaient leurs pistolets dégainés et je pense que ça a été un... Comme cela arrive souvent aux États-Unis. Voilà, d'habitude, ce sont les citoyens noirs qui subissent ce type entre guillemets, de bavure. Hein, ça, c'est beaucoup, ouais, c'est paire de manches parce qu'enfin, ils étaient quand même beaucoup plus préparés en juin dernier lorsqu'il y a eu le Black Lives Matter, les protestations contre les violences anti-noirs. Cette fois-ci, ils ont été quand même... ils ont été submergés. Oui. Alors, oui. Une question politique, quand même, le Trumpisme était parti pour être la force principale du Parti républicain, avec plus de 70 millions quand même de personnes qui ont voté pour Donald Trump, on ne peut pas l'occulter. Est-ce que ce qui vient d'arriver n'est pas en train d'enterrer politiquement le Trumpisme, et est-ce que les républicains vieilles souches n'ont pas aujourd'hui intérêt à se démarquer du populisme trumpiste? Je pense que d'une certaine façon, le Parti républicain aura de gros problèmes, en fait, justement, pouvoir mener sa politique. Parce qu'il y a une division qui s'est établie, et une division pas seulement au niveau du Parti républicain, mais de la société elle-même. Je veux dire, donc, où il y a la moitié de la population aux États-Unis qui dans un camp et l'autre dans l'autre camp, et ces deux ne se parlent plus. Chacun est dans sa bulle. Et chacun écoute ces stations de télé qui convergent avec ses vues. Et il n'y a plus cette discussion, il n'y a plus de milieu, en fait. Ça, c'est très, très dangereux. Alors techniquement, il y a aussi une inquiétude par rapport à la cérémonie d'investiture. On s'attend à ce que Donald Trump n'y participe pas puisqu'il ne veut pas reconnaître sa défaite. Est-ce qu'une procédure d'impeachment de dernière minute peut survenir, surtout si on arrive à montrer qu'il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé hier? Non, enfin je pense qu'il y a certains républicains et démocrates qui justement essaient de pousser Pence à évoquer le vice-président, Pence, oui. Et de déposer Trump le plus tôt possible. Le problème, c'est que c'est une procédure qui est assez longue. Il faut d'abord que Pence accepte qu'il ait la majorité du cabinet, enfin de son gouvernement avec lui, qu'ils envoient une lettre à Trump, que Trump peut ensuite rejeter les raisons. Et donc, il a 4 jours, enfin, au bout de 4 jours, il y a le Congrès qui se prononce. Et là, pour pouvoir se débarrasser de lui, il faut qu'il y ait les 2 tiers de la majorité au Congrès pour le forcer à quitter son... Lotfi Ben Blidia, il s'est passé quelque chose de considérable quand même il y a 48 heures qui a été relativement occulté par les incidents de la nuit d'hier. C'est le basculement du Sénat en faveur des démocrates avec cette élection dans la Géorgie de 2 nouveaux députés, de 2 nouveaux sénateurs démocrates. C'est une bonne nouvelle pour la stabilité des institutions. Non, et puis c'est une très très bonne nouvelle aussi pour Biden parce que là, il aura les coups de franche pour faire passer les réformes, les changements qu'il veut faire passer. Donc là, ils ont le contrôle du Sénat. Et là, je pense que les choses iront beaucoup mieux pour les démocrates. Très bien, merci beaucoup. Merci Lotfi de nous avoir accordé de votre temps. Votre journée de travail est en milieu. Nous, on tire vers la fin et on s'approche du fameux couvre-feu de 20h. Merci d'avoir intervenu sur Radio M. Et bonne continuité. Au revoir. Très bien, vous avez été choqué par ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, c'est quand même c'est une image qu'on ne pouvait pas attendre de la part quand même que ça se passe aux États-Unis, un pays, quoi qu'on en dise, avec toutes les critiques formulées contre la politique étrangère, particulièrement de l'administration américaine. Mais en tout cas, ça reste tout de même un pays... en tout cas pour leurs citoyens au niveau interne, sur le plan démocratique, ça restait quand même l'une des plus grandes démocraties au monde. Donc ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Moi en tout cas c'est ce que je pense. J'ai peur que cette image soit encore exploitée par
les dictatures, par les régimes qui sont hostiles à la démocratie. Ça va les renforcer pour dire voilà, que donc, ces Occidentaux n'ont pas de leçons à nous donner. C'est ce qui va un peu renforcer leur lutte contre les libertés, voilà, leur guerre qu'ils ont menée contre les libertés. On va prendre Abdallah Ben Adouda avec nous, finalement. Merci beaucoup de t'être libéré en milieu de journée, encore une fois, aux États-Unis, à Providence, dans l'État de Rhode Island, je crois, ou du Massachusetts. Tu me corrigeras, Abdallah. Bienvenue dans Radio M, Abdallah Ben Adouda, éditeur, créateur de Radio Corona International, RCI, journaliste au long cours en Algérie, chroniqueur. Qu'est-ce que je dois dire en plus, Abdallah? وليد لي ساندي سيبورتي ناد اللي حبطوا هذا العام باسكو هذا العام الحبطه اسيوري لا واسمو alors tu vas pouvoir nous alors la question que j'ai envie de te poser en premier Abdallah c'est est-ce que réellement toi tu m'avais dit avant les élections tu suivais pas de ça de très près parce que tu es plus branché sur ce qui se passe en Algérie hayhat ma hayhat mais tu disais que l'électorat trumpiste était quand même large et que ça allait être difficile de battre Donald Trump et qu'il en resterait quand même quelque chose dans tous les cas. Et aujourd'hui, ça se confirme. Il y a on va dire, un enracinement d'un électorat populiste qui aujourd'hui s'est manifesté dans la nuit d'hier de façon chaotique au Capitole. C'est inquiétant quand même tout ça. D'abord, bonne année à vous tous, bonne année à vos invités et bonne année à toute l'équipe de Radio 1 et de Maghreb émergent. Merci. J'ai eu l'occasion de te souhaiter. Bon, l'inquiétude, ça dépend. En fait, là où je me trouve, sur la côte Est, les gens sont choqués, un peu confus, très honteux, mais pas vraiment inquiets. En fait, je veux dire qu'il n'y a pas de peur que le pays s'écroule ou là qu'il y ait une guerre civile ou là un effondrement des institutions. C'est très spectaculaire, certes, mais c'est beaucoup plus spectaculaire que dangereux pour l'Amérique, qui évidemment a des institutions solides, plus ou moins préparées à ce genre d'événement. وكما يقول لك المؤسسات لا تزول بزول الرجال. En revanche, j'ai des amis au Texas. Et eux, ils ont un peu peur. En fait, ils ont un peu peur pour eux. Évidemment, des amis algériens qui savent exactement que la base de la base extrémiste et nationaliste blanche, qui est alimentée en fake news et en hate speech par Trump depuis 2016, ils se sont un peu menacés par ça. Comment ça va se matérialiser? J'espère que non. J'ai discuté hier avec quelques amis et ils sont un peu inquiets de la tournure que peuvent prendre les événements, mais il n'y a pas d'inquiétude particulière quant à l'effondrement de l'État américain. Vu d'Alger, Abdallah, tu conçois bien qu'on a du mal à comprendre comment un personnage comme Donald Trump peut être aussi populaire dans un pays qui est supposé avoir des standards d'éducation élevés, où le complotisme ne devrait pas être aussi important, où une forme de millénarisme aussi dans l'expression politique du populisme trumpiste arrive à agréger des foules. C'est difficile à comprendre. Hein. Pourtant, c'est pas la crise économique. Ces dernières années, il y avait plutôt de bons chiffres. Non, c'était plutôt une crise politique, une crise institutionnelle. Bon, il faut savoir que le trumpisme, déjà, il s'inscrivait dans un sillage d'un mouvement populiste mondial. Je crois qu'il n'est pas venu de nulle part. Le mouvement, d'ailleurs, il est présent en Algérie, à travers la fachosphère avec des complexes de l'Arboa. Enfin, décomplexé surtout par les discours de Gaïd Salah et alimenté par les partisans des Zouaf ou Zéro Kabyle et la théorie du complot, etc. Et l'arrivée de Trump, en fait, elle a été vécue à un moment donné aux États-Unis comme étant une sorte de victoire contre l'establishment. En fait, Trump, il a raté une occasion historique de changer la politique aux États-Unis parce que l'élection Tao, elle était plus contre l'establishment et contre celle qu'il incarnait à l'époque, qui était Hillary Clinton. Mais en fait, qu'il a gâché une vraie opportunité, c'est-à-dire au lieu d'en faire un mouvement politique, il a pas profité de cette révolte électorale et parce que il a fait de ce succès un instrument personnel et totalement incohérent.
Et donc, Abdallah, les observateurs qui prêtaient un bel avenir au Trumpisme au sein du Parti républicain, notamment grâce aux plus de 70 millions d'électeurs qui lui ont encore renouvelé leur confiance, tu penses qu'après ce qui s'est passé la nuit dernière dans le Capitole, c'est quelque chose qui va retomber? Que le Trumpisme, c'est-à-dire la cristallisation, le succès de Trump, le Trumpisme qui m'a il est fini. Mais en fait, ce qu'il a fait, et parce que les gens ne sont pas dupes, c'est qu'il a encore élargi la fenêtre de ce qui était intolérable et qui est devenu. Et l'Amérique n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague extrémiste, peut-être moins spectaculaire autour d'une personne moins sulfureuse, mais qui peut être aussi très dangereuse. Donc le Trumpisme, il est fini. La remontée du nationalisme blanc aux États-Unis, non? Oui. Je ne sais pas si on doit prêter crédit à ton pronostic. Le Trumpisme est fini, Abdallah Ben Adouda. Tu nous avais annoncé il y a 6 mois que le gaïdisme était fini aussi en Algérie. C'est pas tout à fait encore le cas. Hein. Tu as pu le constater. Venant de quelqu'un qui prévoyait que Amsterdam allait gagner. J'ai jamais dit ça. Abdallah, j'espère qu'on te verra très bientôt un jour en Algérie. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris de ton temps professionnel pour nous éclairer de ton sentiment et de ton point de vue sur la situation aux États-Unis. Et à très bientôt. Longue vie à RCI. Merci beaucoup d'avoir créé Radio Corona International. Merci à toi. Bon courage. Atakoum Saha. Merci à vous, merci d'être venu, merci d'avoir animé ce premier numéro de l'année du Café Presse Politique. Merci à nos amis auditeurs, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pendant toute l'année 2020 que je n'ai malheureusement jamais remercié. Mais dorénavant, ils seront remerciés à travers un générique qui va dire qui fait quoi dans le Café Presse Politique. Nous avons une Dream Team derrière la vitre qui nous permet d'avancer avec des moyens modestes, mais qui nous permettent de, jusqu'à maintenant, satisfaire vos attentes, je l'espère, jusqu'à un certain point. Atakoum Saha et à très bientôt. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.